j'ai pris un parti de regarder plutôt ce qu'éventuellement il ne faut pas manquer. Alors, vous savez qu'en 2020 se sortit une dernière recommandation sur la carte de visite du sport. Je vous invite à les lire, elles font 82 pages, mais elles ont l'avantage de tout prendre. Et puis l'échographie, en fait, elle va vous apporter des éléments d'information sur les cardiopathies congénitales, les cardiomyopathies, les aortopathies, les valvulopathies, et puis aussi, bien sûr, tout ce qui est sur les cardiomyopathies non valvulaires. Donc c'est vrai que l'échographie, il faut quand même s'y référer assez régulièrement. Pourquoi? Parce que lorsque vous allez faire une échographie systématique à l'ensemble des sportifs, vous allez trouver des anomalies, c'est normal. Vous allez surtout trouver des anomalies valvulaires, bicuspidie, vous allez trouver aussi des prolapsus, vous pouvez trouver des défects septaux, des cardiomyopathies hypertrophiques. Donc c'est vrai qu'en 2016, le ministère de la Santé et le ministère des Sports a décidé de retirer l'échographie systématique dans le sportif de haut niveau. On peut le regretter, mais en fait, c'est discutable aussi parce que sur le plan médico-économique, c'est peut-être pas si rentable que ça. Et alors en fait, nous en cardiologie du sport, ce dont on a bien sûr, ce qui nous effraie le plus, c'est la mort subite du sportif. Et vous voyez que dans certaines cardiomyopathies, on peut les dépister à l'échographie, que ce soit les dysplasies du cœur droit, les CMD, les CMH ou les aortopathies. Alors, l'écho, ne rien oublier, c'est être systématique, il faut être vraiment très précis. Vous allez regarder bien sûr le ventricule gauche, l'oreille gauche, le ventricule droit, toutes les valves, vous allez regarder l'aorte. Et je vais insister sur certains points bien précis. Il faut quand même savoir que l'écho du sportif, généralement, elle est normale. On a de temps en temps quelques évolutions, quelques évaluations qui vont montrer quelque chose qui sera un petit peu différent de la normale, mais ça reste quand même globalement un sujet normal. Alors là, ici, je vous ai mis un électro. Si je vous posais la question ici, savoir si vous proposeriez de faire une échographie devant cet électrocardiogramme, je ne sais pas si tout le monde la ferait ou pas. Il y a une repolarisation qui n'est pas normale. Enfin, pas normale, ça dépend, c'est un sportif. Il existe donc actuellement des recommandations sur l'interprétation de l'ECG du sportif. Et bien en fait, il faut s'imaginer que pour l'échographie cardiaque, c'est exactement pareil. Nous avons des recommandations sur l'échographie du sportif et on va essayer de les voir rapidement. Alors hier, c'est dommage parce que hier, j'ai vu une équipe de volley. Il y avait un volleyeur qui mesurait 2,15 m et j'ai pas pu prendre la photo. Ce qui est étonnant, c'est que, je vous en parlais tout à l'heure sur l'aorte, mais il faut toujours interpréter en fonction du gabarit du sportif. Donc le ventricule gauche, il va s'étudier en fonction du gabarit. Et c'est vrai qu'on a régulièrement, nous, par exemple, sur les équipes de rugby, d'avoir des ventricules gauche très dilatés. Et il est bien connu qu'actuellement, on regarde surtout l'indexation du ventricule gauche chez le sportif et non pas le chiffre réel, parce qu'il y a vraiment une corrélation directe entre la taille du ventricule gauche et la taille du sportif. À savoir que le VG est plus dilaté chez l'athlète endurant. Vous allez aussi vous attacher à regarder l'épaisseur du ventricule gauche. Alors là, c'est un triathlète que j'avais vu en 2015 et qui avait un VG normal, mais qui avait ce type d'électrocardiogramme. Donc un électrocardiogramme très pathologique, avec une onde T négative antérieure. On avait fait une IRM à l'époque, qui était normale. À ce moment-là, on avait quand même diagnostiqué probablement une cardiomyopathie, même si structurellement, il n'y avait rien. Donc on avait autorisé la poursuite de l'activité sportive. Et en 2018, 3 ans plus tard, il était passé de 7 à 15 mm sur l'apex. L'écho que je vous montre là, c'est celle de 2021. Et en fait, donc, il avait une épaisseur qui avait très évolué. Et en 2018, donc, on lui a arrêté sa carrière. Et pour ça, c'était un sportif de très haut niveau. On lui a arrêté sa carrière de triathlon. Je l'ai revu régulièrement. En 2020, il est revenu aussi donc pour le suivi. Les recommandations avaient changé dans la cardiopathie hypertrophique. On l'a réautorisé à faire du sport. Là aussi, on peut en discuter, parce qu'il avait une vraie cardiopathie hypertrophique apicale. Mais il n'avait pas du tout évolué. Depuis 2 ans, il n'évolue pas. À savoir que l'épaisseur du ventricule gauche, là aussi, elle s'étudie en fonction du type de sport que vous faites. Il faut savoir que le raccourci de dire que les cardiopathies, que le VG est plus hypertrophié dans les sports résistants par rapport au sport d'endurance, il n'est peut-être pas si vrai que ça. On est peut-être un tout petit peu plus épais, je parle bien d'épaisseur, chez le sportif résistant que chez le sportif endurant. Mais c'est vrai que cette théorie a été un petit peu mise en défaut ces derniers temps. À savoir quand même que l'athlète afro-caribéen a généralement un ventricule gauche un petit peu plus épais que les autres sportifs caucasiens ou asiatiques. Vous allez aussi regarder l'évaluation de la fonction ventriculaire gauche. La fraction d'éjection est globalement normale, voire subnormale. Si vous avez un cut-off à retenir chez le sportif, on va baisser jusqu'à 48% pour dire que c'est normal. On peut voir des ventricules gauche un petit peu plus bas. Et ce qu'on peut regretter, c'est que lorsqu'on fait une échographie d'un sportif, on le fait au repos, alors que le sportif, il est fait pour faire des efforts. Donc on devrait plutôt étudier nos sportifs à l'effort.
mais généralement, bien sûr, on ne fait qu'une écho de repos. Là, c'est ce travail d'Eric qui avait été publié il y a quelques années, qui montrait donc ce cut-off à 48%. Il faut savoir, je vais vous dire juste 2 mots là aussi, lorsque vous allez faire, si vous avez un doute sur une cardiopathie hypertrophique ou une cardiopathie dilatée, vous avez quand même des éléments assez classiques. Vous regardez un flux mitral, si vous avez, on en a parlé aussi aujourd'hui, si vous avez un flux mitral qui est super normal, il faut savoir que ce n'est pas bien sûr une élévation des pressions de remplissage, ce n'est pas un flux restrictif, c'est plutôt un flux de super relaxation, parce que le sportif au repos, il n'a pas besoin de son onde de 1, il n'a pas besoin de la systole atriale pour assurer son débit cardiaque, le remplissage passif. Le VG est tellement compliant, il y a une telle relaxation de très bonne qualité que le rapport au SURA est généralement largement supérieur à 2. On peut aussi, on me posait la question tout à l'heure, on peut aussi regarder donc, le strain. Alors le strain du ventricule gauche, moi je ne le fais pas systématiquement. Alors maintenant, depuis que la fraction d'éjection est donnée automatiquement grâce au strain, je le refais, mais je ne le fais pas tellement pour le strain, je le fais pour la FEVG. Mais je ne fais pas du strain systématique si je pense avoir une échographie cardiaque qui est normale. Si vous avez un cut-off, là aussi c'est moins 16%, c'est à peu près les valeurs que vous avez vues toute la journée, aux alentours de moins 15, moins 16%. À savoir que sur les athlètes endurants ou résistants, vous avez des strains qui sont relativement normaux la plupart du temps. Ensuite, si vous regardez l'intérieur du ventricule gauche, là c'est un jeune basketteur qui avait donc une non-compaction du ventricule gauche, à qui on a autorisé le poursuite de l'activité sportive, là aussi c'est des recommandations. Et en fait, donc, vous avez des ventricules gauche qui sont très trabéculés. Alors il faut savoir que l'activité sportive va surexprimer les trabéculations dans le ventricule gauche, et notamment chez l'athlète là encore afro-caribéen, et que donc des fois le distinguo entre la cardiopathie, enfin non-compaction et le cœur d'athlète n'est pas si clair que ça. Et là aussi, vous allez vous aider d'autres moyens tels que le strain ou le flux de remplissage. Alors, pour les VG et cœur d'athlète, comme je vous l'ai dit, donc vous avez la CMH, la CMD, que vous ayez aussi la non-compaction. Vous avez bien sûr l'électrocardiogramme, vous allez vous aider de l'écho d'effort, donc vous allez vous aider de la VO2. Si vous avez un sportif qui a un VG un petit peu dilaté, vous le mettez sur une table d'effort, et si au bout de... Alors en fait, il faut regarder au palier intermédiaire, mais si vous avez dès les débuts, dès les premiers paliers, une réserve contractile qui est très importante, vous êtes plutôt rassuré. Si vous avez quelqu'un qui vous fait 72 de VO2 et qui vous fait 400 watts, s'il a un VG un peu dilaté, une fraction d'éjection un peu basse, vous êtes plutôt rassuré. Donc il faut toujours l'évaluer de façon globale en regardant l'électro et ses performances à l'effort. Et puis, là aussi, si vous avez une modification, toujours s'assurer que vous avez affaire à un athlète, parce que si ce n'est pas un athlète, ce n'est pas parce que vous allez faire un footing le dimanche et 2 sorties vélo tous les ans que vous êtes un sportif, et ça ne devrait pas entraîner de remodelage du ventricule gauche. Donc assurez-vous que vous ayez vraiment affaire à un vrai sportif. On passe au cœur droit. Le cœur droit, donc, on en a parlé juste avant avec Julien, donc c'est une analyse classique, le VD du cœur d'athlète. Là aussi, on en a parlé tout à l'heure, Christine Satontuti vous en a un petit peu parlé, Julien aussi. Le VD, il est très compliant, il se laisse facilement dilater. Donc, classiquement, on dit que le sportif a un cœur avec des 4 cavités qui sont dilatées de façon harmonieuse. Mais nous, chez les sportifs, notamment, on suit aussi l'équipe de France de triathlon. Lorsque vous avez des gens qui font des volumes d'entraînement du style 25, 30, 35 heures par semaine, des fois, le cœur droit, il paraît plus dilaté que le cœur gauche, mais ce n'est pas surprenant. Vous avez un hyperdébit permanent, et cet hyperdébit, lors de l'activité physique, fait que le cœur droit se dilate souvent de façon un petit peu plus importante que le ventricule gauche. C'est dû au fait que le VD, en fait, il a un système plutôt capacitif, alors que le VG a un système plutôt résistif. Dans le cœur droit, des fois, il apparaît un petit peu plus dilaté. Alors là, je vous montre un jeune nageur de 17 ans qui avait tout lâché à la Réunion pour venir nager sur Montpellier, et puis qui, en fait, quand il est arrivé, il avait une baisse des performances, et on a diagnostiqué chez lui une typique dysplasie arrhythmogène du ventricule droit. Et comme vous le voyez sur ce travail, en fait, si vous prenez les critères chez le sportif de dysplasie arrhythmogène du ventricule droit, bien, en fait, vous avez 50% des sportifs qui ont des critères mineurs du ventricule droit et quasiment un tiers qui ont des critères majeurs. Donc c'est vrai que ce cœur droit dilaté ne rentre pas dans les algorithmes diagnostiques de la dysplasie du cœur droit. Donc il faut se méfier, ce que je vous disais, c'est des fois le fait de faire de l'activité physique dilate le cœur droit, et on peut avoir donc cette pathologie induite par l'exercice de dysplasie-like post-exercice. Et il faut savoir qu'actuellement, c'est classiquement la seule cardiopathie qui est aggravée par l'activité physique, c'est la dysplasie du ventricule droit. Anne, tout à l'heure, je crois que tu parlais, je crois qu'elle n'est pas ici, mais elle parlait de l'oreillette chez l'athlète. Alors l'oreillette, elle est classiquement dilatée. Là aussi, plus de 50% des sportifs, notamment endurants, ont des oreillettes dilatées. Donc là aussi, on sort des critères classiques. C'est l'ancienneté, le type d'entraînement, l'endurance, surtout chez l'homme. Vous avez des oreillettes gauches qui sont très, très dilatées. Et donc là, il faut
ça n'a pas vraiment un intérêt de le regarder, si ce n'est peut-être, tout à l'heure, on en avait un petit peu abordé, le risque de fibrillation atriale chez le senior. Le senior endurant, vous avez ici un papier qui est sorti récemment, une méta-analyse qui revoit un petit peu à la baisse. Avant, on était plutôt à 5-6 fois la normale, enfin 5-6 fois plus de risque de faire de l'AFA quand on est un sportif endurant. On a un petit peu baissé, mais on reste supérieur par rapport à une population normale non sportive. Après, 2 petits mots sur les valves. La mitrale, il faut bien la regarder. Il faut la regarder parce qu'en fait, il faut que vous recherchiez un prolapsus mitral ou au moins une disjonction de l'endomitrale. Dans les cas de mort subite, vous avez dans certaines séries, on peut aller jusqu'à 11-12% de morts subites qui sont dues au prolapsus mitral. Donc, attachez-vous à bien regarder l'analyse de l'endomitrale, notamment l'endomitrale postérieure, et de rechercher ici, je vous ai mis 3 types de disjonction d'endomitrale, avec ici un cas un petit peu moins marqué, et vous pouvez mesurer cette disjonction de l'endomitrale. Alors pourquoi ? Parce qu'en fait, vous savez que maintenant, ce concept est bien connu. Moi, classiquement, maintenant, quand je suis un sportif, c'est la claque d'extraction ventriculaire, un des critères de mauvais pronostic, avec une onde de T négative sur l'ECG, à l'épreuve d'effort des ESV ou autres. Je n'hésite pas à demander une IRM pour rechercher de la fibrose au niveau du muscle papillaire ou de l'endomitrale postérieur, de façon à rechercher ces prolapsus malins qui seraient susceptibles de déclencher des troubles rythmiques à l'effort, même si ce n'est pas très clair encore lorsque vous avez ce type de cas, ce n'est pas très clair de savoir ce qu'il faut faire. Ne pas oublier la valve aortique. Alors, la valve aortique, quand vous l'analysez, il faut regarder si elle est bicuspide ou tricuspide. C'est classique, mais il faut le regarder. Alors, peut-être pas, ça n'a pas vraiment de conséquences chez le sportif, si ce n'est qu'il faut rechercher la tête évolutive, parce qu'avec une bicuspidie, comme on va le voir juste après, on peut faire du sport de façon tout à fait normale. Et puis, vous allez regarder aussi l'aorte. Alors ça m'a fait rire parce que hier, ce volleyeur qui faisait 2,12 m, finalement il avait une aorte à 33 mm, donc pas si grosse que ça. Donc chez le sportif, en fait, l'aorte, elle n'est pas spécialement corrélée à la taille. Et vous avez donc une espèce de courbe qui s'aplatit aux alentours de 40 mm chez l'homme, 34 mm chez la femme. Donc c'est pas si classique. Autant le VG, on peut l'indexer à la taille, autant l'aorte, je serais plus réservé. Et bien sûr, vous allez rechercher s'il y a une valvulopathie. Alors, peut-on faire du sport avec une bicuspidie ? Actuellement, je dis bien actuellement, il y a quelques papiers qui commencent à sortir qui sont peut-être un petit peu en train de remettre les choses, de refaire voir les choses différemment. Mais actuellement, si vous avez une bicuspidie isolée, c'est la question de beaucoup de sportifs ou beaucoup de parents. Si vous avez une bicuspidie isolée qui pour l'instant ne présente aucun problème, vous les surveillez et vous autorisez tout sans aucune restriction. Et il n'y a pas actuellement de preuve que l'activité physique dégrade une bicuspidie de façon plus rapide qu'une population normale. Peut-on faire du sport avec une aorte dilatée ? Alors, je sais que nous, en cardio du sport, on est peut-être des fois un petit peu téméraire et on autorise des sports, après des analyses un petit peu de suivi et autres, où on s'assure qu'il n'y a pas de dilatation. Mais classiquement, retenez moins de 40 mm, donc sur une aorte normale, on autorise. Les cut-offs, c'est 40, 45, 45, 50. Mais sur du sportif endurant qui a une aorte à 47, 48 mm, s'il n'y a pas d'évolutivité à 6 mois, moi, ça ne me dérange pas d'autoriser une activité sportive d'endurance, même à haute intensité. Je pense qu'on peut. Le risque, c'est la montée de tension à l'effort qui éventuellement le risque de dissection. Et classiquement, ça se passe relativement bien, même si on est des fois un peu hors recommandation. Voilà, ce que je vous disais, l'indexation n'est pas si claire que ça en fonction de la taille. Enfin, je finirai par les coronaires. En fait, si vous avez aussi une écho de sportif à faire, il faut que vous essayiez de vous attacher à voir les coronaires. Alors ici, je vous ai mis, là, vous voyez la coronaire gauche en couleur. Ici, vous avez la coronaire droite, pardon. Ici, vous avez la coronaire gauche en couleur. On le voit très bien. Ça, c'est le cas typique. Après, comme on dit, on est souvent dans les congrès. Julien le disait, donc on montre souvent les belles images. Je vous demande des images un petit peu moins bonnes, mais on voit quand même. Si on se bat un petit peu, assez rapidement, on arrive à voir la gauche ou la droite. Hier, par exemple, sur l'équipe de volley, il y avait un sportif où j'ai vraiment eu du mal à les voir et je ne suis pas certain de ne pas lui faire un scanner parce que j'ai un doute. Mais il faut les rechercher. À 10% des morts subites sont des anomalies de naissance des coronaires. Là aussi, quand vous tombez sur une anomalie de naissance des coronaires, c'est compliqué. Alors pour finir, je vous montre juste ce jeune sportif qui est rugbyman, qui a ici, donc on ne sait pas trop ce qui se passe ici. Là, vous avez bien la coronaire gauche, par contre, c'est sûr. Et puis là, vous avez la droite qui plonge et on a l'impression qu'elle plonge ici. Puis finalement, la droite, vous voyez qu'elle bifurque ici, puis elle part derrière. On ne voit jamais l'ostium. Donc j'avais un doute, je lui ai fait faire un scanner et effectivement, il avait une naissance anormale de la coronaire droite qui naissait du sinus gauche. Donc là, je vous le mets parce qu'en fait, ce dossier a été discuté pendant un bon moment. Et puis finalement, on l'a fait opérer parce qu'il avait un scanner qui montrait une artère totalement effilée, comprimée. Il avait une écho d'effort positive en inférieur.
qui avait justement été relu par Catherine de façon sans connaître le dossier. Ici, vous avez la reconstruction. En fait, on n'a pas pu lui faire de... Il y a une technique de remodelage de l'ostium de la couronne gauche, c'est l'unroofing, qui n'a pas pu être réalisé chez lui, donc il a été réimplanté. Donc là, c'est l'écho qui date pas plus tard que samedi. Je l'ai vu samedi, il va très très bien, on est à 3 mois, et il reprendra sa carrière bientôt. Le cœur de la tête s'interprète dans sa globalité. Souvent, c'est harmonieux. Petit bémol là, sur le corps droit qui est des fois plus dilaté. Il faut toujours l'interpréter. C'est un sportif. Hein. Vous avez donc le type de sport. Vous n'allez pas avoir la même chose chez un pétanqueur, même s'il fait le championnat de France. C'est un rugbyman de première ligne. Niveau de performance, la génétique, ne pas oublier le dopage, bien entendu, notamment sur les cardiopathies qui sont un peu hypertrophiées. Le niveau d'entraînement, l'origine ethnique, notamment l'afro-caribéen, qui a des petites modifications sur l'épaisseur ou sur les trabéculations. Le sexe, l'âge, la surface corporelle, bien entendu. On évalue, nous, les sportifs à l'effort. Très facilement, on fait de la VO2 dès qu'on a des soucis sur les zones grises. Et puis l'IRM, on a l'IRM très facile, on dégaine assez rapidement sur l'IRM. Alors attention aux conclusions rapides, que ce sera mon dernier mot de conclusion. On disait ne rien oublier. Je pense qu'on n'oubliera pas la carrière de Roger Federer qui est parti récemment. Parce qu'en fait, les conclusions rapides, c'est de dire c'est un corps de sportif. Donc c'est un corps de sportif, donc on explique tout, ou on n'explique rien en fait, hein, quand on a une anomalie. On essaie d'autoriser au maximum les sportifs pour avoir les types d'exploits. Je vous rappelle que Montpellier a eu son premier Brennus cette année, où là vous avez le record du monde du marathon récemment. Donc être systématique, ne pas trop être restrictif, mais quand même être prudent. Je vous remercie.